Japanois, âme consciente et souvent trop occupée. Je m'appelle Naomi, et depuis ce coin de sérénité où la seule horloge qui marque le temps est le lent ruissellement de l'eau dans le bassin en pierre du jardin, ce tsukubai qui invite à la purification avant d'entrer dans l'espace du thé, je vous souhaite la bienvenue dans Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'un des paradoxes les plus beaux et peut-être les plus nécessaires de notre époque, la relation des Japonais au temps, et comment, étonnamment, l'art de ne rien faire peut être le secret le mieux gardé pour une productivité et une plénitude véritable qui nourrissent l'âme tout en répondant aux exigences du monde. Récemment, j'observais ma grand-mère Akiko assise sur l'Angawa, cette véranda en bois poli par les années et les saisons qui entourent les maisons traditionnelles japonaises et sert de passerelle entre l'intérieur et le jardin. Elle contemplait simplement la pluie printanière tomber sur son petit jardin de rochers et de mousse, ce carré sansui qu'elle avait elle-même conçu avec tant d'amour et de patience. Elle ne lisait pas, ne parlait pas, ne regardait aucun appareil. Elle était simplement là, présente, le dos droit mais détendu, les yeux suivant la traînée argentée des gouttes sur les feuilles de l'érable japonais, le momiji, qui commençait à déployer leur couleur émeraude. Pour un observateur pressé, imprégné de la mentalité occidentale de l'efficacité constante, elle aurait pu sembler perdre son temps, être improductive. Cependant, son visage reflétait une paix profonde, une sorte de recharge silencieuse, comme si elle absorbait l'essence même de la nature. Plus tard, je l'ai vue s'atteler à ses tâches, la préparation du dîner, la calligraphie qu'elle pratiquait quotidiennement, la réparation d'un paravent en papier de riz avec une énergie sereine, une concentration sans faille et une joie subtile. Dans ce contraste entre le calme contemplatif et l'action efficace réside une sagesse profonde que notre culture moderne semble avoir oubliée. Beaucoup d'entre nous vivons prisonniers de la tyrannie de la productivité constante dans une culture qui glorifie le fait d'être occupé comme s'il s'agissait d'une médaille d'honneur. Nos agendas sont remplis jusqu'à la dernière minute, nos esprits saturés d'informations et de tâches à accomplir, et le sentiment de ne pas avoir le temps est une plainte universelle, un regret qui résonne dans les bureaux, les foyers et même pendant nos moments de loisirs. Nous nous sentons comme des hamsters dans une roue, courant sans cesse, souvent sans savoir très bien où, poussés par une pression interne et externe qui nous pousse à faire plus, être plus, accomplir plus. Le repos, le simple fait de ne rien faire, est souvent teinté de culpabilité, comme s'il s'agissait d'un luxe immérité ou d'un signe de paresse. Mais, et si cette course incessante était précisément ce qui sape notre énergie vitale, notre créativité innée et notre capacité à accomplir un travail vraiment significatif et satisfaisant? Le minimalisme japonais, avec son accent sur l'essence, l'intention, la simplicité élégante et l'harmonie avec les rythmes naturels, nous offre une perspective radicalement différente sur le temps et la productivité. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelques réflexions inspirées de cette vision ancestrale, afin de démêler ensemble le paradoxe du temps japonais et de découvrir comment intégrer des moments de calme intentionnel est non seulement possible, mais essentiel pour transformer notre relation au travail, à nous-mêmes et à la vie elle-même. L'une des premières révélations que m'a offerte cette perspective, et que ma grand-mère Akiko incarnait avec un naturel étonnant, est l'immense pouvoir du mât appliqué non seulement à l'espace, mais aussi au temps. Son agenda était un véritable Tetris impossible à gérer, avec des réunions consécutives, des délais urgents et des engagements sociaux incontournables. Son énergie, vibrante au début, s'était éteinte sous le poids de l'exigence qu'elle s'imposait. Naomi, j'ai l'impression de courir un marathon sans ligne d'arrivée, et que si je m'arrête une seconde, je m'effondrerai ou quelqu'un me dépassera, m'a-t-elle confié d'une voix teintée de fatigue, le visage pâle et les cernes trahissant de longues nuits d'insomnie, et un esprit qui ne cessait de tourner à toute vitesse. J'adore mon travail, vraiment, mais je perds ma joie, et ma créativité, qui était auparavant ma plus grande force, est aujourd'hui au plus bas. J'ai parfois l'impression d'être une machine qui ne fait que produire,
mais qui a oublié comment ressentir. Je lui ai suggéré quelque chose qui lui a d'abord semblé complètement contre-intuitif, presque une hérésie dans son monde, où tout va très vite. Introduire de petites pauses, dans sa journée. Pas de longues pauses qu'il estimait ne pas pouvoir se permettre, mais des micro-moments de déconnexion intentionnelle. Nous avons déjà parlé à d'autres occasions du ma, comme de cet espace vide dans l'esthétique japonaise, cet intervalle significatif entre les objets dans un arrangement floral ikebana ou entre les notes d'un morceau de musique qui donne de la valeur, de la profondeur et du sens à ceux qui l'entourent. Mais le ma est également crucial, voire vital, dans notre gestion du temps, dans le tissage de nos journées. Il fait référence à ces pauses délibérées, à ces espaces entre les activités que nous avons tendance, dans notre culture occidentale, à remplir frénétiquement avec d'autres tâches, avec notre téléphone portable, avec tout ce qui peut éviter le redoutable vide. Au lieu de considérer ces moments comme du temps perdu ou comme une inefficacité, la sagesse japonaise les considère comme essentiels pour recharger notre énergie vitale, pour la réflexion profonde qui précède l'action sage et pour la véritable efficacité qui naît de la clarté et non de l'accablement. Une vie sans ma temporaire est comme un morceau de musique sans silence, sans pause qui permettent à la mélodie de respirer. Une cacophonie épuisante, une tension constante qui nous conduit inévitablement à l'épuisement. Je me souviens de Isabella, une brillante et passionnée responsable marketing à Madrid, que j'ai rencontrée lors d'un de mes ateliers sur le minimalisme et le bien-être. Vous pourriez peut-être commencer par là. Identifiez 2 ou 3 moments dans votre journée où vous pouvez insérer une brève pause. Une respiration consciente avant de passer à la tâche suivante. Ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans votre propre lucidité et votre bien-être. Cette appréciation du de ces oasis de calme au milieu de l'agitation, nous amène naturellement à cultiver un état plus profond, une qualité de l'être que l'on appelle au Japon yutori. Yutori est un mot japonais magnifique et subtil, difficile à traduire par un seul mot dans notre langue, mais qui évoque une sensation d'espace intérieur et extérieur, de calme profond, de ne pas être pressé inutilement, de sentir que l'on dispose de suffisamment de temps et de ressources, tant internes qu'externes, pour faire face à tout ce qui peut arriver. Il ne s'agit pas simplement d'une absence de stress ou de passivité, mais d'une présence détendue, d'une confiance sereine dans le flux de la vie et dans sa propre capacité à le naviguer. Alors que le correspond aux pauses actives et délibérées que nous créons, le yutori est l'atmosphère, l'état d'esprit, la qualité qui imprègne notre approche générale du temps et des tâches. 5, peut-être 10 minutes entre 2 réunions pour simplement détourner le regard de l'écran, regarder par la fenêtre et observer le ciel de Madrid, respirer profondément en sentant l'air entrer et sortir de ses poumons, ou préparer et boire une tasse de thé vert en silence, sans consulter son téléphone portable, sans planifier la tâche suivante. Au début, il m'a avoué que cela lui avait coûté énormément. Il ressentait un besoin presque physique de profiter de chaque seconde, la culpabilité de ne rien faire de productif. Mais elle a persévéré, avec la discipline de quelqu'un qui apprend une nouvelle compétence. Peu à peu, ces petits espaces vides ont commencé à avoir un effet surprenant. Elle revenait à ses tâches avec plus de clarté d'esprit, moins de stress et, curieusement, avec des idées plus fraîches et des solutions plus créatives aux problèmes qui la paralysaient auparavant. C'est comme si ces 5 minutes de rien me donnaient l'espace nécessaire pour que mon esprit respire, pour que les idées se posent, comme de la poussière d'or au fond d'un bol d'eau claire, m'a-t-elle dit quelques semaines plus tard, avec une lueur renouvelée dans les yeux et un sourire plus sincère. Même mes migraines ont diminué. C'est comme traverser la vie avec la sensation de porter un kimono ample et confortable qui permet des mouvements libres et élégants plutôt qu'une armure rigide et contraignante qui limite notre respiration et notre spontanéité. Je pense à Matteo, un jeune étudiant universitaire à Buenos Aires, intelligent et sensible, qui se sentait littéralement écrasé par la pression scolaire, les attentes familiales et l'exigence qu'il s'imposait pour un avenir incertain. Il vivait dans un état d'anxiété constant, craignant de ne pas être à la hauteur,
sentant le temps lui filer entre les doigts, comme du sable fin. Ces journées d'études étaient très longues et épuisantes, souvent jusqu'aux petites heures du matin, alimentées par le café et le sentiment de ne jamais en faire assez, mais ses résultats ne s'améliorèrent pas et sa santé physique et mentale en souffrait. En discutant de sa situation, nous avons exploré le concept de Yutori. Je lui ai proposé, au lieu d'essayer d'étudier plus longtemps, d'essayer d'étudier avec plus de Yutori. Cela impliquait d'aborder ses sessions d'études, non pas comme une bataille contre la montre ou contre lui-même, mais avec une attitude plus détendue et plus spacieuse. Se permettre des pauses régulières, veillait à dormir suffisamment, bien s'alimenter et surtout se libérer de l'autocritique féroce et constante lorsqu'il ne comprenait pas quelque chose immédiatement ou lorsqu'il avait l'impression de ne pas progresser au rythme escompté. Il s'agissait de créer un espace mental de liberté, de bienveillance envers soi-même. Peu à peu, avec des efforts et de la pratique, Matteo a découvert qu'en réduisant la pression interne et en s'autorisant à aborder ses études avec cette qualité Yutori, sa capacité de concentration s'améliorait considérablement, il retenait plus d'informations et, paradoxalement, il avait besoin de moins d'heures pour obtenir les mêmes résultats, voire meilleurs. Son anxiété a considérablement diminué et il a même redécouvert un certain plaisir à apprendre qu'il avait perdu. Notre société confond souvent le mouvement constant avec le progrès et la précipitation frénétique avec l'efficacité. Le Yutori nous enseigne que la véritable efficacité, celle qui est durable et nourrissante, naît d'un état intérieur de calme, de confiance et d'espace. Nous arrivons ainsi à une pratique qui peut sembler encore plus radicale, presque subversive, pour la mentalité occidentale obsédée par l'action et la performance visible, l'art du Boketo. Ce merveilleux mot japonais, qui n'a pas d'équivalent exact en français, décrit l'acte de regarder fixement au loin, sans penser à rien en particulier, de se perdre dans une contemplation vide, sereine et sans but apparent. Il ne s'agit pas de paresse, ni d'ennui au sens négatif du terme, ni même de rêverie sur quelque chose de précis. C'est une forme active de ne pas faire, une déconnexion volontaire du flot de pensées et de stimuli qui permet à l'esprit d'entrer dans un état de repos profond et réparateur, similaire à une réinitialisation du système d'exploitation de notre ordinateur interne. C'est souvent dans ces moments de Boketo, lorsque nous cessons de diriger activement nos pensées, lorsque nous lâchons les rênes de notre esprit analytique, que surgissent les idées les plus inattendues, les solutions créatives à des problèmes complexes qui nous bloquaient, ou simplement un sentiment profond et réconfortant de paix et de connexion avec l'environnement. Ma grand-mère Akiko était une maître du Boketo. Elle pouvait passer de longs moments assise sur l'angawa, simplement à observer les nuages changer de forme dans le ciel bleu, ou le mouvement hypnotique des carpes koi dans le petit étang du jardin. Elle ne cherchait rien, n'attendait rien. C'étaient ces moments de recharge invisible, comme elle les appelait, aussi essentiels à son bien-être que l'air qu'elle respirait. J'ai moi-même découvert le pouvoir transformateur du Boketo dans ma propre vie. Pendant les périodes d'activité mentale intense, lorsque je sens que ma tête va exploser sous le poids des informations ou des décisions à traiter, ou lorsque je me sens bloquée sur le plan créatif et que les mots ou les idées ne viennent pas, je m'accorde quelques minutes pour m'asseoir simplement près de la fenêtre de mon bureau qui donne sur un petit jardin de bambou et de laisser mon regard se perdre à l'horizon, dans le va-et-vient des feuilles, sans attente, sans forcer quoi que ce soit. Il est surprenant de constater à quel point, après ces bains de vide, l'esprit se sent plus clair, plus léger, et les idées coulent avec une facilité étonnante, comme une source qui a trouvé son cours. J'ai rencontré Julian, un architecte talentueux et reconnu à Mexico, qui traversait une grave crise créative dans le cadre d'un projet très important. Il se sentait frustré, pressé par les délais, et l'inspiration semblait l'avoir complètement abandonné. Son bureau était rempli de croquis jetés, et son moral était au plus bas. Je lui ai parlé du Boketo. Au début, il m'a regardé avec un mélange de politesse et de scepticisme. Comment vais-je résoudre ce problème de conception si complexe en regardant dans le vide, Naomi? J'ai besoin de me concentrer davantage, de travailler plus dur, m'a-t-il répondu, reflétant la mentalité dominante. Je l'ai encouragé à essayer, sans attente, juste comme une expérience.
Je lui ai suggéré de consacrer 15 minutes par jour, peut-être en milieu de matinée, à s'asseoir sur son balcon, qui donnait sur un parc rempli de jacarandas, et à ne rien faire, juste regarder, laisser son esprit se calmer. Quelques jours plus tard, elle m'a appelée. Sa voix semblait différente, plus légère, presque euphorique. « Naomi, c'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. » Pendant l'une de ces séances de non-pensée, alors que je regardais le vent agiter les fleurs violettes des jacarandas, boum! La solution que je cherchais depuis des semaines m'est apparue, la clé du design. C'est comme si mon esprit avait besoin de ce vide, de cet espace, pour se réorganiser et relier les pièces d'une nouvelle manière. Essayez de réserver quelques minutes par jour pour votre propre bocchetto. Trouvez un endroit calme, peut-être dans la nature ou simplement en regardant par une fenêtre. Laissez votre regard se poser sur quelque chose de lointain, sans vous concentrer sur quoi que ce soit en particulier, et soyez simplement là, sans agenda, sans but. Observez ce qui se passe. Ce ne pas faire intentionnel, que ce soit à travers le ma, le yutori ou le bocchetto, n'est bien sûr pas un appel à l'inaction perpétuelle ou à l'irresponsabilité. Il s'agit plutôt du contrepoint essentiel, du compagnon indispensable de l'action ciblée et significative. La sagesse japonaise, visible chez ses artisans et dans ses pratiques contemplatives, nous enseigne que la véritable productivité, celle qui est durable et produit des œuvres de qualité et de beauté, ne résulte pas d'un effort constant, frénétique et épuisant, mais d'un rythme équilibré et harmonieux entre une concentration intense et un repos généreux et réparateur. Pensons à un artisan traditionnel japonais, un maître potier modelant un bol sur son tour, ou un calligraphe traçant un idéogramme sur du papier de riz. Lorsqu'il travaille, sa concentration est absolue. Chaque mouvement est précis, économique et délibéré, fruit d'années de pratique. Il n'y a pas de précipitation inutile, mais pas non plus de dispersion ni d'hésitation. Son esprit, son corps et son âme sont complètement immergés dans la tâche. Et lorsqu'il se repose, il le fait pleinement, permettant à son corps et à son esprit de se régénérer complètement, peut-être en profitant de la nature, d'une conversation tranquille ou de la simple contemplation. C'est ce cycle vertueux d'action ciblée et de repos profond qui permet l'excellence, la maîtrise et la durabilité à long terme, évitant le redoutable karoshi, mort par surmenage, qui a malheureusement aussi touché la société japonaise moderne. Elena, une merveilleuse artisane textile dévouée de Lima, au Pérou, crée des tapisseries d'une beauté et d'une complexité étonnantes, inspirées des motifs ancestraux de sa terre, mais avec une touche contemporaine unique. Lorsque je lui ai demandé de me parler de son processus créatif et de sa remarquable productivité, elle m'a décrit comment elle travaille par blocs de temps de concentration intense, où elle s'isole de toute distraction dans son petit atelier lumineux, entouré de fils d'alpaga aux couleurs vives. Mais tout aussi important, m'a-t-elle dit avec un sourire serein, sont ces longues promenades sur la promenade en bord de mer, en regardant l'océan Pacifique, ces moments de méditation à l'aube, ou simplement le temps qu'elle consacre à préparer et à déguster une infusion d'herbes aromatiques dans son jardin. C'est dans ces moments d'apparente non-action, m'a-t-elle expliqué de sa voix douce, que mon esprit s'éclaircit comme le ciel après la pluie, que les couleurs et les formes de ma prochaine tapisserie commencent à prendre vie, à me murmurer leurs secrets. C'est comme si mon âme avait besoin de cet espace pour respirer et rêver. Elle ne mesure pas sa productivité en heures travaillées ou en nombre de pièces terminées, mais en qualité, en beauté et en âme que chaque tapisserie dégage. Cela contraste fortement avec la culture du multitâche et de l'attention partielle qui prédomine dans de nombreux environnements de travail où nous essayons de faire beaucoup de choses à la fois, mais peu avec une réelle profondeur, excellence ou satisfaction. Je vous invite à réfléchir à vos propres rythmes de travail et de repos. Vous accordez-vous des périodes de concentration ininterrompues où vous vous plongez pleinement dans une tâche importante, suivies de pauses qui vous rechargent et vous nourrissent vraiment, au lieu de simplement passer d'un écran à l'autre? Tout cela, mes chers amis, nous invite à une remise en question fondamentale, à un questionnement profond sur ce que signifie réellement être productif au XXIe siècle.
Notre société, en particulier en Occident, a tendance à assimiler la productivité presque exclusivement à la quantité de tâches accomplies, au nombre d'heures travaillées, à une liste interminable de choses à faire qui nous laisse souvent épuisés et vides. Mais d'un point de vue plus holistique, plus intégré et, je dirais, plus japonais, la véritable productivité englobe bien plus que cela. Elle inclut notre bien-être physique et mental, la qualité de nos relations personnelles, notre capacité à générer des idées créatives et innovantes, notre connexion avec notre raison d'être et, en fin de compte, notre sentiment de plénitude, de joie et de sens dans la vie. « J'ai été incroyablement productif selon les normes du monde, Naomi », m'a-t-il dit avec une tristesse palpable dans la voix et un regard perdu. Mon entreprise réalise des millions de chiffres d'affaires, j'ai créé des centaines d'emplois, mais j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel en cours de route, peut-être moi-même. Je me réveille fatiguée, je traverse la vie en pilote automatique et je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ressenti une véritable étincelle d'enthousiasme pour quelque chose. Grâce à un processus graduel de simplification de sa vie, inspiré des principes du minimalisme et à l'introduction délibérée de moments sans activité dans son agenda auparavant surchargé, longues promenades en solitaire sur les sentiers des Andes voisines, apprentissage de la méditation et reprise de la peinture, une passion oubliée de sa jeunesse qu'il avait sacrifiée sur l'autel du succès, Ricardo a commencé à renouer avec son ikigai. Il a découvert que sa véritable productivité, celle qui remplissait vraiment son âme, ne résidait pas seulement dans la croissance des chiffres de son entreprise, mais aussi dans la recherche de moyens de contribuer au bien-être de sa communauté à travers une fondation qu'il a créée, dans le développement de relations plus profondes et authentiques avec sa famille et ses amis, et dans l'expression de sa créativité à travers ses toiles. Le concept japonais d'ikigai, ce mot magnifique qui désigne notre raison d'être, ce qui nous fait nous lever le matin avec enthousiasme, la convergence de ce que nous aimons, de ce dont le monde a besoin, de ce pourquoi nous pouvons être rémunérés et de ce dans quoi nous excellons, se révèle souvent non pas dans l'agitation constante et la poursuite d'objectifs extérieurs, mais dans ces moments de calme, de réflexion et de connaissance de soi, qui nous permettent d'écouter la voix subtile de notre âme, de notre cœur. Je me souviens de Ricardo, un homme d'affaires prospère et admiré de Santiago du Chili. Dès son plus jeune âge, il avait travaillé sans relâche pour bâtir une petite entreprise familiale qui était devenue une société prospère et reconnue au niveau national. Il avait atteint tous les objectifs matériels qu'il s'était fixés. Une belle maison, la possibilité de voyager, la reconnaissance professionnelle, une vie apparemment confortable et enviable. Cependant, lorsque je l'ai rencontré, derrière cette façade de réussite, il y avait un homme qui se sentait profondément vide, chroniquement épuisé et douloureusement déconnecté de lui-même, de ses proches et de toute joie authentique. En réduisant ses activités extérieures compulsives, il a trouvé un être intérieur beaucoup plus riche, serein et satisfaisant. Son entreprise, d'ailleurs, non seulement n'en a pas souffert, mais a commencé à s'épanouir de manière plus organique et durable, dirigée désormais par un homme qui avait trouvé son centre. Je vous invite donc à vous poser honnêtement la question suivante. Ma définition actuelle de la productivité inclut-elle mon bien-être global, ma créativité, mon sens du devoir, la qualité de mes relations? Ou suis-je en train de poursuivre une liste interminable de tâches au détriment de mon âme, de ma propre vitalité? Mes chers amis, le paradoxe japonais du temps, cette apparente contradiction entre le ne pas faire et la productivité, nous révèle une vérité profonde et libératrice. Dans le calme, dans le vide fertile du ne pas faire intentionnel, réside une source inépuisable d'énergie, de clarté, de créativité et de véritable productivité. Il ne s'agit pas, permettez-moi d'insister, d'abandonner nos responsabilités ou de sombrer dans une paresse indulgente, mais de reconnaître avec humilité et sagesse que notre esprit, notre corps et notre âme, tout comme un jardin bien entretenu ou un champ fertile, ont besoin de périodes de repos, de jachère, pour se régénérer et s'épanouir avec une vigueur renouvelée.
en intégrant consciemment le ma dans notre quotidien, en cultivant l'espace yutori dans notre attitude et notre environnement, en nous accordant de précieux moments de boketo et en apprenant à équilibrer l'action ciblée et profonde avec un repos généreux et réparateur. Non seulement nous devenons plus efficaces et créatifs dans ce que nous faisons, mais nous enrichissons aussi de manière exponentielle la qualité de notre vie d'une manière que la simple occupation et l'agitation constante ne pourront jamais atteindre. Nous découvrons, presque avec étonnement, que nous avons plus de temps que nous ne le pensions, que les idées et les solutions viennent plus facilement lorsque nous cessons de les forcer, et que la joie, la paix et le sens profond peuvent se trouver non seulement dans la réalisation d'objectifs lointains, mais aussi dans l'expérience même de vivre chaque instant avec plus de présence, de sérénité et de gratitude. C'est apprendre à travailler et à vivre d'une manière plus humaine, plus organique, plus durable et, en fin de compte, plus sage, en harmonie avec les rythmes naturels de la vie et non en lutte constante contre eux. Comme le dit un ancien proverbe zen que ma grand-mère Akiko récitait avec un sourire en prenant soin de ses bonsaïs, avec une patience et un amour infini, taillant une branche ici, ligotant une autre là, dans un dialogue silencieux avec le petit arbre. Kokoro Shizuka Naru Toki Banbutsu Utsukushi. Quand le cœur est calme, toutes choses sont belles. Et j'oserais ajouter, avec humilité, que lorsque le cœur est calme, non seulement toutes choses sont belles, mais elles sont aussi accomplies avec plus de clarté, de beauté, de détermination et d'une efficacité surprenante. J'espère de tout cœur que ces réflexions sur la sagesse japonaise du temps et le pouvoir transformateur du ne pas faire vous ont offert une nouvelle perspective, un soulagement peut-être, et quelques outils pratiques pour naviguer dans vos journées avec plus de paix, de joie et une productivité plus authentique. Si ces idées ont trouvé un écho dans votre âme, je vous invite avec beaucoup d'affection et d'enthousiasme à rejoindre notre communauté grandissante ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins ancestraux vers une vie plus simple, plus épanouie et plus significative. Et si ce message vous a apporté un moment de calme, une étincelle d'inspiration ou une nouvelle possibilité, n'hésitez pas à nous offrir un « j'aime ». Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant qui nous emmènera au-delà de la simple réduction des objets dans nos placards pour plonger au cœur même de la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure et celui qui habite en nous. Nous explorerons ensemble le minimalisme sensoriel japonais et comment, en éveillant et en affinant nos 5 sens avec moins de stimuli, mais avec une intention beaucoup plus profonde, nous pouvons découvrir une richesse insoupçonnée, une joie subtile et une paix durable cachée dans l'apparente simplicité du quotidien. Je me souviens très bien d'un après-midi d'été chez ma grand-mère Akiko. Nous étions assises dans l'engawa, cette véranda en bois poli et doux au toucher qui donne sur le jardin, un espace qui m'a toujours semblé être un seuil magique entre le monde intérieur et le monde extérieur. Elle préparait le thé matcha avec une lenteur et une grâce qui transformaient chaque geste en une danse, en une méditation en mouvement. Votre soutien, ce petit geste, nous aide énormément à faire en sorte que ces graines de conscience et de bien-être atteignent davantage de personnes qui pourraient avoir besoin d'un répit dans le tourbillon de la vie moderne. Comme toujours, j'aimerais beaucoup vous entendre, lire vos réflexions et vos expériences. Dites-moi en commentaire quelles pratiques japonaises pour cultiver le calme, le ma, le yutori, le boketo, vous pourriez intégrer, même à petite dose, dans votre vie à partir d'aujourd'hui, ou quels petits changements vous êtes prêt à faire pour honorer ce besoin profond de ne pas faire et de vous ressourcer. Écrivez « Mon temps sacré de calme » si l'idée d'intégrer ces pauses conscientes pour plus de plénitude et une productivité plus humaine vous interpelle. Merci infiniment pour votre temps, votre attention et votre présence. Puissiez-vous trouver la beauté et l'immense pouvoir qui réside dans le calme et que toutes vos actions soient toujours imprégnées d'un être serein, centré et profondément vivant.